l'histoire de la microbiologie. Donc, il y avait même s'il s'agissait de l'histoire, il y avait des choses très importantes à connaître. Donc, comme le vaccin, qu'est-ce que c'est qu'un vaccin, la façon de le préparer, la définition des protistes. Donc, il y avait des choses à connaître au niveau de l'histologie et comment on appelle un agent, quand est-ce qu'il est dit pathogène et tout ça. Maintenant, on va commencer la deuxième donc partie. La deuxième, c'est la morphologie cellulaire. Donc, pour la morphologie cellulaire, nous allons donc la morphologie, la structure des bactéries. Pour la morphologie, la structure des bactéries, la définition de la bactérie, nous avons dit donc le plus petit organisme qui possède un métabolisme et qui est capable de croître et de se diviser aux dépens des substances nutritives. Bien sûr, vous connaissez que le plus petit organisme qui existe n'est pas la bactérie, mais c'est le virus. C'est le virus. Mais là, j'ai bien dit qui possède un métabolisme qui est capable de croître et de se diviser aux dépens des substances nutritives, parce que le virus est un parasite obligatoire et il n'a pas de métabolisme qui lui est propre, mais il dépend de la cellule hôte. Donc là, on va commencer d'abord par la morphologie cellulaire, et après on va voir la structure. Donc pour la morphologie cellulaire, j'ai écrit 3, c'est parce que c'est ce qu'on voit au niveau du TP3. L'essentiel pour la morphologie, on peut la voir au microscope optique. On n'a pas besoin du microscope électronique, seulement le microscope optique. On peut voir la forme des cellules, la taille et l'arrangement. Donc, c'est un arrangement ou groupement. On va commencer d'abord par la taille. La taille des bactéries. La taille des bactéries, il est entre celle des virus et celle des algues unicellulaires ou les protozoaires. Les protozoaires, ce sont les parasites. Donc là, sont surtout les parasites. Donc là, c'est avec un chevauchement des deux côtés, des côtés des virus et des côtés supérieurs. C'est-à-dire, c'est quoi un chevauchement? C'est parce que il y a des exceptions. Des exceptions, par exemple, il y a des spirochètes. Des spirochètes, ce sont des bactéries qui ont une taille de 500 micromètres, donc la taille d'une algue. Et les chlamydies qui sont très petits, 0,5 micromètres, donc la taille elle est inférieure à celle d'un gros virus. L'essentiel pour la taille, par exemple, pour les bâtonnets, nous avons 1 à 10 micromètres de longueur et un diamètre de 0,5-2 micromètres. Les bâtonnets, on va les voir la forme. Les coccyx, donc sphériques, le diamètre 1 à 2 micromètres. Donc là, on va vers la forme et l'arrangement. Pour la forme sphérique, donc, on les appelle les coccyx. Les coccyx, il n'y a pas d'S, c'est un nom latin. Au pluriel, au singulier, c'est un coccus. Coccus, c'est O-2-C-U-S. Donc, singulier, c'est coccus. Les coccyx, c'est pluriel. Le mode de division, il va nous permettre, d'après le mode de division, on va avoir des groupements différents. On peut avoir un diplococcus, c'est-à-dire ils sont groupés en deux.
streptococcus, c'est-à-dire sous forme de chaînette, et les tétrades, donc les tétrades donc en 4, et le staphylococcus, il est le seul à avoir ce type de groupement en grappe de raisin. Pourquoi on a dit c'est le mode de division qui permet d'avoir ce groupement? Par exemple, le diplococcus, c'est une division avec séparation suivant un seul plan. Donc, vous imaginez ça. Donc, une division suivant un seul plan, le même plan, mais avec séparation des cellules filles. C'est-à-dire, on va avoir la première division, elle va nous donner 2 cellules filles. La deuxième division, on va avoir 4 cellules filles, mais avec séparation des cellules 2 à 2. Donc, on va avoir diplococcus. Pour le streptococcus, c'est une division suivant le même plan, un seul plan, mais sans séparation des cellules filles. Donc, vous avez la première division va nous donner 2 cellules. La deuxième division va nous donner 4 cellules qui ne sont pas séparées, donc ils vont rester liés. La troisième division va nous donner 8 cellules. Les 4, ils vont donner 8 cellules. Donc, on va avoir 8 cellules sans séparation. Donc, division suivant le même plan, mais sans séparation des cellules filles, ça va nous donner des coccis en chaînette. C'est ça le streptococcus. Tétrade, c'est division suivant 2 plans réguliers, ça va donner 4 cellules. Et le staphylococcus, c'est une division suivant plusieurs plans irréguliers, ça va donner cet aspect en grappe de raisin, un coup de l'Ainab. Donc là, cette planche, vous observez cette planche, vous avez le A, la planche, la photo A, c'est le staphylococcus. Donc même en TP, quand on fait le TP, on peut la voir en microscope optique, c'est parce que c'est la seule espèce qui a, c'est le seul genre, le staphylococcus, qui a ce groupement-là en grappe de raisin, le seul. Donc, c'est un type d'identification du staphylococcus. Une fois vous voyez au microscope optique ce groupement, donc il s'agit du staphylococcus. C'est le seul qui a ce type de groupement. La photo B, c'est un streptococcus. Vous avez les planches devant vous. Donc là, le streptococcus, c'est en chaînette, donc sans séparation, division suivant un même plan, sans séparation des cellules filles. La même chose pour le C. Et pour les deux, pour la planche D, pour la photo D, pardon, la photo D et la photo F, ce sont tous les deux des diplococcus. Ce sont tous les deux donc groupements en deux, mais la différence qui existe pour ces photos-là, c'est la photo F. Vous avez un groupe, ils ont l'aspect de grains de café, un aspect de grains de café, et la photo D, c'est l'aspect des ou la flamme de bougie. C'est pour vous dire que les coccis, c'est vrai, les coccis, ils sont sphériques, mais on peut avoir des exceptions au niveau de certaines espèces où les coccis, ils ne sont pas vraiment sphériques, mais ils peuvent être, comme c'est le cas de la photo F, comme des grains de café, et comme c'est le cas de la photo D, comme des larmes comme les larmes, ou comme la flamme de bougie, c'est la même chose. Là, c'est l'observation du staphylococcus. C'est une observation des étudiants d'une année, je me rappelle plus l'année, mais c'est votre propre observation au niveau du TP en grappe
de raisin parce que le Staphylococcus, c'est coccigramme plus en grappe de raisin, vous voyez. La même chose là. Donc, le Staphylococcus. Donc, c'est votre propre observation des étudiants. Là, la même chose, c'est le Staphylococcus en grappe de raisin. La même chose. Donc, on passe à la forme cylindrique. La forme cylindrique en bâtonnet. Donc, vous voyez, il y a deux types. Quand le bâtonnet il est droit, on l'appelle bassi. Et quand il est incurvé, donc il y a un seul genre qui a le bâtonnet incurvé, c'est Vibrio. Vibrio qui donne le choléra. Vibrio choléri, c'est lui qui donne le choléra. Donc là aussi, la forme cylindrique, le mode de division va donner des groupements différents. Des groupements différents. Donc, Diplococcus, c'est quand il y a division avec séparation des cellules filles. Chaînette de Bassi, quand il y a division sans séparation des cellules filles. Cocobassi, ce sont des bassis qui sont tellement petits qu'on peut les confondre avec les cocci. Donc, mais il ne s'agit pas de cocci, bien sûr. On les appelle les cocobassis. Donc là, vous voyez, même nous avons vu les cocci, on peut donc les classer d'après le groupement. Là aussi, même les bâtonnets, on peut les classer d'après le groupement. Les espèces bactériennes, les cocci, ils sont classés d'après leur groupement. Et la même chose pour les bâtonnets. On peut classer les différents genres de bâtonnets suivant le type de groupement. Il y a la forme spiralée ou hélicoïdale. Pour la forme spiralée ou hélicoïdale, là, c'est différent des cocci et des bâtonnets. On va pas classer les bactéries suivant le type de division, donc suivant le type de groupement. Maintenant, on va les classer d'après l'amplitude, grand A que vous avez dans votre écran, l'amplitude des ondulations, le nombre des ondulations et aussi d'après la longueur de cette spérie. La longueur de la spérie, donc l'amplitude et le nombre des ondulations. Là, c'est une planche que vous avez qui montre les bâtonnets. Les bâtonnets, donc vous avez la planche devant vous, donc pour A, cette listeria, les bâtonnets, ils sont très courts. Ils sont très courts, alors que pour B, Bacillus subtilis, là, vous pouvez le voir en TP quand on va faire si on le fait. Le TP, donc, ce sont des bâtonnets de taille importante. Pour le C, Proteus, donc, ce sont des bâtonnets qui ont, donc, les extrémités qui sont arrondies. Et il y a le dernier, Vibrio, la photo D, Vibrio choléri, qui est incurvé comme une virgule. Donc, les autres, donc, ce sont des bassis, et celui-là, c'est Vibrio, le seul. Il y a bien sûr d'autres formes qui ne sont pas, qui ne forment pas la majorité comme pour les bâtonnets et les cocci, mais il existe dans la nature surtout la forme pédonculée chez Colobacter, forme filamenteuse, ce sont les bactéries ferrugineuses, ce sont des bactéries qui existent au niveau de l'environnement. Il y a la forme mycélienne relatif au mycélium des champignons.
à peine, donc il est soit à peine ramifié comme chez les mycobactéries. Donc, il faut que je vous rappelle que le bacille de Koch qui donne la tuberculose, c'est une mycobactérie. Donc, il est à peine ramifié chez les mycobactéries, alors que chez les actinomycètes, il est nettement ramifié. Et je vous rappelle que les actinomycètes, ils ont été classés parmi les champignons durant très longtemps. Et c'est après, quand on a vu les caractères, qu'on a bien développé la microbiologie, qu'on a pu les reclasser avec les bactéries, parce que on a vu qu'ils ont plus de caractères en commun avec les bactéries qu'avec les champignons. Et c'est seulement la ramification, le mycélium, qui les rapproche des champignons. Donc voilà, là ce sont des spiries. Les spiries, donc on vous dit morphologie bactérienne, les spirochètes, vous avez Treponema pallidum. Treponema pallidum, c'est l'agent de la syphilis. La syphilis, pardon. Et vous voyez, c'est une spirie et le type, il est incolore parce que on a utilisé là la coloration négative. C'est quoi la coloration négative? C'est un colorant qui a des charges négatives et il y a une répulsion, puisque la paroi aussi a des charges négatives, il y a une répulsion entre le colorant et la paroi bactérienne. Donc le colorant ne pénètre pas à l'intérieur, mais le fond de la préparation, elle est colorée et comme ça on peut observer très bien la forme de la spirie. Il est très bien observé même s'il n'est pas coloré. Donc on la voit incolore sur un fond coloré. Pourquoi on utilise cette coloration négative chez les spiries? Parce qu'ils sont difficilement colorables par les colorants qu'on connaît. Donc on préfère travailler ainsi. L'essentiel d'abord, quand on fait l'analyse de la syphilis, ce n'est pas avec ce n'est pas avec la microbiologie, mais avec la sérologie, c'est-à-dire au niveau du sang et les anticorps et les antigènes qu'on détecte la présence de la syphilis. Donc là, B, c'est Leptospira, une autre spirie. Et pour là, ce sont donc les actinomycètes, streptomyces. Là, le mycélium, il apparaît ramifié. Donc, vous avez, pour ce mycélium qui est ramifié, la différence avec les champignons, c'est que ces ramifications pour les champignons, ça représente plusieurs cellules avec des cloisons. Là, vous ne voyez pas de cloison, il s'agit d'une seule cellule. Vous le savez, la bactérie, il s'agit d'une seule cellule. C'est une cellule prokaryote, donc, et unicellulaire, l'essentiel. Donc, là, ce sont seulement des observations de quelques spiries. Et on va vers la structure. Donc, la morphologie, donc, c'est des bactéries, c'est au niveau, on peut l'observer, les bactéries, on peut les observer tout simplement au niveau du microscope optique, mais en ce qui concerne la structure, on ne peut l'observer qu'en microscope électronique. Donc, là, le schéma de la cellule bactérienne, vous avez deux parties. Vous avez les éléments constants à droite et les éléments inconstants à droite et les éléments constants à gauche. Donc, pour ces éléments, donc vous avez pour les éléments
constants, c'est-à-dire qui existent chez l'ensemble des bactéries et qui sont vitaux, c'est-à-dire on ne peut pas les enlever. S'ils sont enlevés, et la cellule va mourir. Alors que les éléments inconstants, ils existent chez certains types de bactéries, alors qu'ils n'existent pas chez d'autres. Par exemple, le chromatophore, il existe chez les bactéries qui font la photosynthèse, mais il n'existe pas chez d'autres qui ne font pas la photosynthèse. La même chose pour les flagelles. Il existe chez les bactéries qui sont mobiles et il n'existe pas chez les bactéries immobiles, par exemple. Donc là, vous avez donc la structure, les éléments constants, la paroi, les inclusions cytoplasmiques, la membrane cytoplasmique, ribosome et nucléoïde. Le nucléoïde, donc, parce que c'est une cellule prokaryote, le noyau, il n'y a pas de membrane d'enveloppe nucléaire. Donc, au lieu de dire noyau, on dit nucléoïde. Donc, il y a pour les éléments inconstants, il y a la capsule, les vacuoles, le chromatophore, c'est l'équivalent du chloroplaste chez les végétaux qui font, bien sûr, donc les végétaux, bien sûr, ils font la photosynthèse. Et là, chez les bactéries qui font la photosynthèse, on a le chromatophore. Et en ce qui concerne, bien sûr, il y a les pili, les cils, tout ça, on va voir chaque chose à part après. Et les spores, c'est la bactérie qui va se transformer chez les bactéries sporogènes qui se transforment en spores quand les conditions sont défavorables. On va voir ça plus tard. La capsule, il permet donc, il protège la bactérie contre la phagocytose. Donc, une fois, normalement, la bactérie, quand il pénètre au niveau de l'organisme, il y a les moyens de la défense humaine, il va tout de suite entrer en jeu pour protéger notre organisme contre cette bactéries par la phagocytose. Les macrophages, par exemple, les macrophages, ils vont phagocyter, donc manger, et détruire cette bactérie. Alors que la capsule, il empêche cette phagocytose. Donc là, pour la capsule aussi, il permet la protection de la bactérie contre une infection par les bactériophages. Donc, les bactériophages, je rappelle, ce sont des virus qui infectent les bactéries. Des virus qui ont pour hôte les bactéries, on les appelle des phages ou des bactériophages. Donc, la capsule, il les protège, il protège les bactéries contre une infection par les virus. Et on va vers la paroi qui est très importante. Et d'ailleurs, on va s'y attarder. Donc, la paroi, c'est une enveloppe caractéristique de la cellule prokaryote. Ce n'est pas comme pour la paroi végétale. Donc, c'est une enveloppe caractéristique de la cellule prokaryote. Il permet de donner la forme à la cellule et aussi, il permet une résistance à la forte pression osmotique interne. La pression osmotique interne de la bactérie, c'est de 5 et jusqu'à 20 atmosphères. Et aussi, il nous permet donc de différencier entre les grammes plus et les grammes moins grâce à leur paroi. Et on va voir ça d'après la coloration de grammes qui est spécifique à la paroi des grammes plus et des grammes moins. Les grammes plus vont apparaître violets et les grammes moins roses. Donc ça, c'est au niveau du TP. Tout ça, nous allons le développer. La forme, la résistance à la pression, la coloration de grammes, on va la développer ensuite au niveau du cours. L'infrastructure.
Donc, pour l'ultrastructure, on va voir la représentation schématique des enveloppes cellulaires gram plus et gram moins et la différence qui existe entre les deux. Donc, pour l'enveloppe cellulaire gram plus, donc la paroi gram plus, pour la paroi gram plus, vous avez une épaisseur importante de 20 à 80 nanomètres. C'est une paroi épaisse. Il possède seulement le peptidoglucane qui est très épais. Nous allons le voir plus tard. 40 couches de peptidoglucane, nous allons le voir plus tard. Il est très épais, lié directement à la membrane plasmique. Ça, c'est pour la paroi gram plus. Pour la paroi gram moins, c'est une paroi qui n'est pas épaisse, elle est mince, elle est de 6 à 15 nanomètres, son épaisseur. Il possède, elle, en plus, la membrane externe. Il existe seulement chez les grammes moins. Vous voyez, il n'existe pas chez les grammes plus. Et cette membrane externe, elle est liée à une seule couche de peptidoglucane. Vous le voyez, elle est très mince. Et le peptidoglucane, ce n'est pas comme pour les grammes plus. Les grammes plus, il est lié directement à la membrane plasmique, alors que pour les grammes moins, vous voyez, il y a un espace périplasmique entre le peptidoglucane et la membrane plasmique. Donc, vous voyez la différence qui existe. Donc, entre les grammes plus et les grammes moins. Grammes plus, le peptidoglucane, il est très épais. Grammes moins, il est très mince. L'existence d'une membrane externe chez les grammes moins, il n'existe pas chez les grammes plus. L'existence d'un espace périplasmique chez les grammes moins qui sépare le peptidoglucane de la membrane plasmique, alors que chez les grammes plus, le peptidoglucane, il est lié directement à la membrane plasmique. Là, c'est au niveau d'une planche que vous avez ça. Donc, c'est la même chose, c'est la structure là, à gauche, plutôt à droite de l'écran, c'est les grammes plus et à gauche, c'est les grammes moins. Les grammes moins. Donc, vous avez donc là, vous voyez pour la membrane externe, pour les grammes moins, la photo B. Les grammes moins pour la photo B, vous voyez la membrane externe, il ressemble à peu près à la membrane cytoplasmique avec les phospholipides que vous avez, même dans la membrane cytoplasmique. Donc, les phospholipides, il y a les lipoprotéines. Pour les lipoprotéines, vous avez pour les lipoprotéines, soit vous observez, soit ils sont liés au peptidoglucane, soit ils sont ils ne sont pas liés au peptidoglucane, mais ils interfèrent avec les phospholipides tout simplement sans se lier au peptidoglucane. Ça, c'est pour les lipoprotéines. Et il y a d'autres types de protéines qui forment un complexe, c'est-à-dire plusieurs protéines qui se lient entre eux pour former un complexe. Et il y a un vide entre ces protéines. Et ce vide, donc ces protéines-là, ce complexe-là, c'est la porine. Vous le voyez donc là, les porines, ils permettent le passage des macromolécules. Ils passent à travers ces porines, à travers ce puits, ce vide, donc formé par un ensemble de protéines. Donc il y a donc les phospholipides, les lipoprotéines et ces porines, et il y a les glycolipides, et vous avez un grossissement des lipopolysaccharides qui peuvent être liés à ces glycolipides. Ce n'est pas très important, donc vous pouvez donc lire ça à tête reposée, l'essentiel. Donc là, et donc ça c'est pour la membrane externe qui est liée à une seule couche de peptidoglucane. Il y a l'espace périplasmique. Et pour la membrane et pour la paroi gram plus, c'est la photo A. Vous voyez donc
ce qui diffère de l'autre. Donc, c'est pour le peptidoglucane. Le peptidoglucane, il y a le nom de muréine. Muréine, c'est une nomination du peptidoglucane. C'est la même chose. La muréine égale peptidoglucane. Et ce peptidoglucane, la muréine, il est formé, je vous rappelle, 40 couches chez les grammes plus. Et ce que vous voyez, il est intimement intégré à ce peptidoglucane des acides teichoïques. Les acides teichoïques, ils existent seulement chez les grammes plus et ils n'existent pas chez les grammes moins. Donc là, pour les acides teichoïques, et il y a une membrane que vous voyez en haut, S-layer. S-layer, ce n'est pas une particularité. Pourquoi on l'a pas vu dans l'autre schéma? Parce que dans l'autre schéma, on a fait seulement ce qui est particulier au gramme plus et ce qui est particulier au gramme moins. Là, c'est la bactérie gramme plus. Là, c'est une espèce Bacillus. Donc, ce S-layer, il existe seulement il existe plutôt chez d'autres espèces qui peuvent être gramme moins. Donc, ce n'est pas une particularité des grammes plus. On peut le trouver même chez les grammes moins. S'il vous plaît, est-ce que vous suivez le cours? Oui? Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Donc, on va passer maintenant à la composition. C'était l'ultrastructure. Maintenant, on va passer à la composition chimique de la paroi. Pour la composition chimique, vous avez, on va voir bien sûr la différence entre les grandes classes de bactéries qui diffèrent de leur paroi, d'après leur paroi, les grammes plus et les grammes moins. Les grammes plus, le nombre d'osamines est très important par rapport aux grammes moins. Nous allons voir plus tard que le peptidoglucane, nous avons dit les grammes plus, il y a 40 couches de peptidoglucane et les grammes moins, il y a une seule couche de peptidoglucane. Nous allons voir plus tard que le peptidoglucane, il est formé par des osamines. Il est formé par des osamines. Liaison entre les osamines plus un peptide. Donc, pour les osamines, puisque le taux est très important, il y a 40 couches de peptidoglucane chez les grammes plus, bien sûr, donc, le taux d'osamine qui existe chez les grammes plus est beaucoup plus important que celui des grammes moins. Les acides aminés, vous voyez, le taux est très important chez les grammes moins par rapport à les grammes plus. C'est logique parce que nous avons vu que les grammes moins, il y a une membrane externe qui est, cette membrane, elle est riche en lipoprotéines, en porines qui sont des protéines qui forment un complexe. Donc, il est riche en protéines. Donc, c'est tout à fait normal qu'on va voir un taux très important d'acides aminés chez les grammes moins par rapport aux grammes plus. Et ce taux que vous avez chez les grammes plus, 24%, 35%, nous allons voir plus tard que le peptidoglucane, il est formé par l'association de deux types d'osamines que nous allons voir, en plus d'un tétrapeptide. Donc là, ces acides aminés, ils peuvent provenir de ces tétrapeptides. Le type d'acide aminé, normalement, je pense il y a 20, 21, je ne me rappelle plus. Donc, l'essentiel, là, nous avons chez les grammes plus seulement, donc, nous avons chez les grammes plus 4 à 10 types d'acides aminés et chez les grammes moins, il y a 16 à 17 types d'acides aminés, bien sûr. Il est dû à la présence de cette membrane externe riche en acides aminés. Les acides teichoïques. Les acides teichoïques, nous avons dit que il est intimement lié au peptidoglucane chez les grammes plus. Il n'existe pas chez les grammes moins. Pour les oses, 20 à 60%, les grammes moins, 20 à 60%. Pourquoi? Pour les grammes moins, nous avons la membrane externe, il y a
il y a des sucres. Les oses, ce sont des sucres. Les osamines aussi, ce sont des sucres. Il y a d'autres sucres qui sont inclus au niveau des oses. Donc, l'ensemble des sucres, c'est 20 à 60% chez les grammois. Donc, chez les grammois, il y a les sucres qui existent au niveau des polysaccharides, des lipopolysaccharides qui existent au niveau de la membrane externe. Mais en plus, nous allons voir après la formation. Nous allons voir donc, il y a bien sûr, en plus, les osamines, ce sont des sucres qui sont inclus aussi. Pour les grammes plus, vous avez 20 à 60%. Donc, il y a un taux très important au niveau de la formation du peptidoglucane parce que les osamines, ce sont des sucres, des oses. Et en plus de ça, les acides teichoïques, nous allons voir leur structure. Les acides teichoïques, ils sont liés à des sucres. Et ils n'existent que chez les grammes plus. Ils n'existent pas chez les grammes moins. C'est pourquoi vous voyez cette compensation entre les grammes plus et les grammes moins. C'est la même chose. Les grammes moins, et on ajoute les sucres de la membrane externe. Et les grammes plus, il y a les sucres qui existent au niveau de la formation des acides teichoïques et en plus les plusieurs couches de peptidoglucane. Les lipides chez les grammes plus, 1 à 2,5% et parfois vous trouvez des grammes plus où il n'y a pas, qui n'ont pas de lipides, alors que les grammes moins, 10 à 22%. Bien sûr, les lipides, il existe au niveau de la membrane externe, les phospholipides et les glycolipides au niveau de la membrane externe. Et pour les grammes plus, c'est un taux très bas. Parfois, vous le trouvez même 0. Donc, on va passer aux acides teichoïques. Les acides teichoïques, ils n'existent que chez les grammes plus. Ce sont des chaînes linéaires, soit des chaînes linéaires de polyglycérol phosphate, soit des chaînes linéaires de polyribitol phosphate, d'après le type d'après l'espèce bactérienne. Donc des chaînes de polyglycérol phosphate ou polyribitol phosphate liées à une déalaline plus un sucre. Ce sucre, c'est le glucose dans le cas du polyglycérol phosphate et c'est le N-acétylglycosamine dans le cas du polyribitol phosphate. Et j'ai dit, ces deux types d'acides teichoïques, ils dépendent, ils sont présents chez des espèces différentes. Par exemple, Bacillus subtilis, vous trouverez le polyglycérol phosphate et chez Staphylococcus aureus, vous trouverez le polyribitol phosphate. Nous allons voir la forme. Par exemple, là, l'acide teichoïque à glycérol, donc polyglycérol phosphate, c'est chez Bacillus subtilis. Vous voyez donc polyglycérol, plusieurs molécules de glycérol liées d'une façon linéaire. Ils sont liés d'une façon linéaire et ils sont attachés à une déalanine. Donc, il y a une seule molécule de déalanine, donc plusieurs molécules de glycérol phosphate, donc polyglycérol phosphate, attachées à une molécule de déalanine et attachées d'une autre part par un sucre. Et dans le cas de polyglycérol phosphate, le sucre, c'est un glucose. C'est le glucose, il est lié au glucose. Et ce polyglycérol phosphate, il est lié par liaison, il est lié au
il est lié au peptidoglucane parce que nous avons dit que l'acide teichoïque, il est intimement lié au peptidoglucane. Donc, à quel niveau du peptidoglucane il est lié? Il est lié au N-acétylglycosamine. Nous allons voir plus tard la structure du peptidoglucane. C'est la liaison entre deux osamines, le N-acétylglycosamine et l'acide N-acétylmuramique. Donc, la liaison, il se fait au niveau de cette osamine qui est le N-acétylglycosamine NH. Donc là, bien sûr, donc, la partie N-acétylglycosamine, il appartient au peptidoglucane, bien sûr, et non pas à la structure de polyglycérol phosphate. Le polyglycérol phosphate, il est formé seulement par une association de glycérol et la déalaline plus le glucose. Et son insertion, il est lié avec le peptidoglucane au niveau du N-acétylglycosamine qui est en bas. Il appartient bien sûr au peptidoglucane. Pour ne pas se tromper. Donc, l'acide teichoïque à polyribitol phosphate, il existe chez le Staphylococcus aureus. Donc c'est un polyribitol phosphate. Vous voyez plusieurs molécules d'oribitol liées entre eux avec la molécule phosphate d'une façon linéaire. Et ils sont attachés à une seule molécule de déalaline, comme c'est le cas de polyglycérol phosphate, mais la différence, c'est le sucre. Le sucre, chez le polyglycérol phosphate, c'était un glucose, et pour le polyribitol phosphate, c'est le N-acétylglycosamine. Le N-acétylglycosamine. Et la liaison avec le peptidoglucane, c'est la même chose. Ce polyribitol phosphate, il va se lier au peptidoglucane au niveau de N-acétylglycosamine et non pas au niveau de l'acide N-acétylmuramique. Voilà, on parle l'acide teichoïque ou acide lipoteichoïque. Donc, nous avons dit au niveau du peptidoglucane. Donc, ce sont les acides, l'acide teichoïque, c'est le losange que vous voyez en chaînette, qui sont, vous avez le grand A, c'est le peptidoglucane, et les trois chaînettes, ce sont les acides teichoïques qui sont intimement liés au peptidoglucane. Nous avons dit, quel que soit l'acide teichoïque, polyribitol phosphate, il est lié au peptidoglucane au niveau du N-acétylglycosamine. Mais en plus de sa liaison, le peptidoglucane, en plus de sa liaison avec l'acide teichoïque, en plus de sa liaison avec le peptidoglucane, il se lie aussi avec la membrane plasmique, parce que nous avons dit, quand on a fait la structure des grammes plus, la paroi des grammes plus, que le peptidoglucane ou mérine, c'est la même chose, elle est directement liée à la membrane plasmique. Il est directement lié à la membrane plasmique, c'est-à-dire il n'y a pas d'espace périplasmique comme c'est le cas des grammes moins. Donc, lié directement à la membrane plasmique, vous voyez la liaison de l'acide teichoïque avec ce qui est en rectangle, ce sont les sucres, donc ce sont les glycolipides. Donc, il se lie avec la membrane plasmique au niveau des glycolipides. D'accord? Donc là, vous voyez, donc l'acide teichoïque, il n'existe que chez les grammes plus. Il est intimement lié au peptidoglucane au niveau de N-acétylglycosamine et il est lié à la membrane plasmique au niveau des sucres. Les sucres, ce sont la forme circulaire, la forme rectangulaire. Les autres, ce sont des phospholipides.
lipides qui sont circulaires, les phospholipides, et les glycolipides, ils sont rectangulaires. Donc, il est en relation, il est lié aux glycolipides avec la membrane plasmique. Maintenant, nous allons voir les osamines. Les osamines qui sont donc, ce sont les sucres qui sont les sucres plus amines, bien sûr, comme le nom l'indique. Donc, qui sont en relation, qui forment le peptidoglucane. Nous avons deux sucres. Le premier, c'est le N-acétylglycosamine. Comme vous le voyez, c'est quoi? C'est le glucose qui est en relation avec une acétylamine. Le glucose, tout simplement, avec une acétylamine, amine NH, acétyl, CH3. Donc là, c'est le N-acétylglycosamine, il faut bien le connaître. La formule, il faut la connaître. Donc là, pour l'acide N-acétylmuramique, là aussi, la formule, il faut la connaître. Donc, c'est toujours le sucre qui est le glucose, mais là, il est lié, en plus de l'acétylamine, comme pour le NaG, en plus, il y a une fonction acide, le CH3, c'est pourquoi la nomination, c'est l'acide N-acétylmuramique. L'acide N-acétylmuramique, donc, c'est le glucose lié à une fonction acétylamine plus une fonction acide COH. Donc là, ce sont les deux osamines qui forment le peptidoglucane. Nous allons voir le peptidoglucane. C'est quoi le peptidoglucane? C'est un polymère de mycopeptides. Nous allons voir maintenant la composition d'un seul mycopeptide. Là, c'est un seul mycopeptide. Voilà, un seul mycopeptide. Vous avez un mycopeptide. Le peptidoglucane, je répète, c'est un polymère de mycopeptide. Un mycopeptide, il est formé par la liaison avec le N-acétylglycosamine et l'acide N-acétylmuramique qui sont liés entre eux par une liaison glycosidique bêta 1,4. Bêta 1,4, bêta et pas D, c'est bêta 1,4. Le carbone 1 du N-acétylglycosamine et le carbone 4 de l'acide N-acétylmuramique. Et en plus de ça, il y a la liaison, l'acide N-acétylmuramique, il est lié à un tétrapeptide. Il est lié à un tétrapeptide. Donc voilà, voilà le tétrapeptide. Donc là, donc ça c'est un seul mycopeptide N-acétylglycosamine lié à l'acide N-acétylmuramique par une liaison glycosidique et le tétrapeptide il est donc lié à l'acide N-acétylmuramique. Nous avons dit que le peptidoglucane, c'est un polymère de mycopeptides. C'est un polymère de mycopeptides, donc vous avez donc là le liaison, c'est une structure, on vous dit une structure en réseau, Donc vous avez, pour la structure en réseau, vous avez le N-acétylglycosamine lié à l'acide N-acétylmuramique plus le tétrapeptide. Ça, c'est un mycopeptide. Il va être lié avec le mycopeptide qui est à côté, le mycopeptide qui est dans le même plan à côté, avec liaison entre l'acide N-acétylmuramique et le N-acétylglycosamine, donc liés entre eux. Et en plus,
on va avoir la liaison entre la L-lysine des tétrapeptides avec la D-alaline de l'autre tétrapeptide et la D-alaline de ce tétrapeptide, bien sûr, avec la L-lysine de l'autre, ce qui forme une structure en réseau, shadaka. Donc, il y a double liaison. Il y a la liaison entre les osamines, entre donc le N-acétylglycosamine, entre l'acide N-acétylmyramique avec le N-acétylglycosamine à côté. Et en plus, il y a liaison entre les tétrapeptides, ce qui donne une liaison très complexe, une structure très complexe en réseau. Donc là, c'est une planche que vous avez. Pour la planche, vous avez la structure du peptidoglycane. Là, on vous dit, il est représenté en deux plans superposés. Représenté en deux plans superposés. Vous avez donc, là, c'est un premier plan. Un premier plan. Et là, le deuxième plan. Vous voyez là, avec cette descente des tétrapeptides, on va voir le deuxième plan. C'est le Staphylococcus aureus. Le Staphylococcus aureus, la liaison, elle est complexe. Il y a seulement le tétrapeptide qu'on a déjà signalé, L-alanine, D-glycine, l'acide glutamique. La LD, vous l'avez vu en chimie, c'est lévogir et dextrogir. Donc là, la liaison, elle est complexe. C'est 5 molécules de glycine qui font la liaison entre la D-alanine et la L-lysine. Il ne s'agit pas d'une liaison simple. Pour le deuxième, c'est Escherichia coli. Escherichia coli, vous voyez, il y a une différence. Il s'agit là, le DAP, l'acide diaminopimélique. Donc, c'est la différence avec le Staphylococcus aureus. Donc, il y a une différence et il y a une liaison directe entre la D-alanine et le DAP. Et là, le troisième, c'est Micrococcus C. Donc là, il s'agit d'un pentapeptide et non pas un tétrapeptide. L-glycine qui est ajoutée. Et en plus, la liaison entre les deux pentapeptides, elle est très complexe, comme vous le voyez. Donc, L-alanine, D-glycine, L-lysine, D-alanine et L-glycine ramifiée, donc pas linéaire. Donc, il s'agit donc, comme vous le voyez, la liaison entre les tétrapeptides, il diffère selon les espèces. Donc, là, pour la fonction de la paroi, donc nous avons fini avec l'ultrastructure de la paroi. Donc le peptidoglycane, donc ça forme chez les grammes, sa structure chez les grammes plus et les grammes moins. Maintenant, nous allons faire une expérience pour montrer la fonction de la paroi qu'on a déjà évoquée dans l'introduction de la paroi. Donc, pour l'expérience, on va la faire chez les grammes moins et chez les grammes plus. Pour les grammes moins, donc, vous avez la membrane. Vous avez donc là une cellule, comme vous avez vu. Pour la bactérie, on a vu, il y a des coccyes, des bâtonnets et tout ça. Donc, nous avons préféré travailler avec cette forme comme s'il s'agissait d'une structure donc en bâtonnet pour que les résultats soient
significatif, pour que l'observation soit significative. Parce qu'il va y avoir une transformation de la forme, comme vous le voyez, donc de la forme rectangulaire vers une forme sphérique. Donc vous voyez là, donc il y a la membrane externe, il y a donc ça c'est gramme 1, la membrane externe, la paroi et la membrane donc cytoplasmique et le cytoplasme. Donc là c'est donc pour le peptidoglucane. Qu'est-ce qu'on va faire au niveau de cette expérience? On va prendre les bactéries gram- et les bactéries gram+, et on va faire agir le lysozyme. Le lysozyme, c'est une enzyme qui va attaquer le peptidoglucane. Il va le dégrader. Il va dégrader, le désintégrer. Il va dégrader le peptidoglucane, donc le détruire. Et on va travailler dans un milieu hypertonique, et donc on va suivre l'expérience. Qu'est-ce qu'on voit? La première observation que nous observons, c'est la forme de la cellule. La forme de la cellule qui a changé. Elle était donc rectangulaire, il est devenu un plaste, donc circulaire, un plaste. Le terme plaste, c'est pour une forme sphérique, une forme circulaire. Donc, pour les gram-, c'est un sphéroplaste. Un sphéroplaste, c'est-à-dire il y a la membrane externe et il y a la membrane interne et il n'y a pas le peptidoglucane qui a été désintégré avec le lysozyme. Pour le protoplaste, il n'y a que la membrane cytoplasmique. Il n'y a que la membrane cytoplasmique. Donc, il n'y a que la membrane cytoplasmique chez les protoplastes. Donc, d'abord, la première observation que vous faites, c'est le changement de la forme quand il y a destruction du peptidoglucane. Donc, la première conclusion, le peptidoglucane, il intervient dans la forme de la cellule. Quand il est détruit, la cellule, il est devenu un plaste. Il n'a pas gardé sa forme. Donc, le peptidoglucane, il intervient au niveau de la forme. La deuxième observation, c'est qu'on a travaillé dans un milieu hypertonique. Milieu hypertonique, et je vous dis, si on avait travaillé dans un milieu normal, et même s'il n'est pas hypotonique, un milieu normal, on allait avoir un éclatement de la cellule. Pourquoi? Parce qu'on a déjà vu que la pression interne de la bactérie, il est très importante. Il peut aller de 5 jusqu'à 20 atmosphères. Elle est très importante. Donc, par les mouvements osmotiques, donc par osmose, il peut y avoir une entrée de l'eau de l'extérieur vers l'intérieur jusqu'à aboutir à l'éclatement de la cellule. Donc là, on travaille dans un milieu hypertonique pour sauvegarder la forme, pour que la bactérie n'éclate pas. Donc, le deuxième rôle de la paroi, c'est la protection de la cellule contre sa pression osmotique, sa pression interne qui est très importante. Donc là, la fonction de la paroi, d'abord, on a traité, je répète ce qu'on a vu, avec le lysozyme, il y a perte du peptidoglucane et on travaille dans un milieu hypertonique, on trouve que la cellule, elle devient un plaste, donc nous avons déjà vu ça. Il entre dans le rôle de la forme, il intervient dans la forme de la cellule, donc le peptidoglucane, c'est lui qui donne la forme de la cellule.
pour le milieu ou la paroi, fonction de la paroi en général, dans son intégrité, donc c'est elle qui donne la forme à la cellule. Et là, je vous dis, quand on travaille dans un milieu normal, il y a éclatement de la cellule, c'est pourquoi on travaille dans un milieu hypertonique. Donc, la paroi, il intervient dans la résistance à la pression interne de la cellule. Toujours dans la fonction de la paroi. Pour les grains plus, on a remarqué que le sphéroplaste, il conserve les propriétés de la bactérie initiale, c'est-à-dire la division cellulaire, les propriétés antigéniques, la fixation aux bactériophages, alors que le grain plus, quand il y a éclatement quand il y a désintégration de peptidoglycane, on obtient un protoplaste. Le protoplaste, il perd les propriétés de la bactérie initiale. Toutes ces propriétés qu'on a vues là, toutes ces propriétés, ils sont perdus. Donc le peptidoglycane, donc là, le peptidoglycane n'intervient dans aucune des fonctions chez les grains-moins parce qu'on a vu qu'il conserve, même s'il est perdu, la bactérie, il conserve les propriétés de la bactérie initiale. Pourquoi? Parce que toutes ces propriétés, ils sont préservées grâce à la membrane externe. Et vous le savez, c'est la membrane externe, quelle que soit cette membrane externe, c'est la partie qui est en relation avec le milieu externe qui permet qui a les propriétés antigéniques et les propriétés de fixation et même de division. Donc, c'est tout à fait normal que la bactérie Gram- qui a la membrane externe qui est sauvegardée, qui n'est pas perdue, il peut garder toute propriété, alors que les grains plus, ils n'ont pas cette membrane externe. Il a directement, c'est le peptidoglycane qui est en relation avec le monde externe et bien sûr, il est perdu et là, il va perdre toutes ses propriétés. En fait, on vous dit que ces propriétés, le rôle antigénique, il est dû à la présence à l'acide teichoïque. C'est lui qui a ce rôle antigénique. C'est l'acide teichoïque, mais puisqu'il est fixé avec, il est intimement lié au peptidoglycane, bien sûr, s'il est perdu, si le peptidoglycane est perdu, bien sûr, même ce rôle, il sera perdu. Donc, on va passer au mécanisme d'action de la coloration des grains. Le mécanisme d'action, donc là, vous avez, pour le mécanisme d'action, vous avez donc là, c'est une explication de ce qu'on fait dans le TP normalement. Donc, chez les grains plus et les grains moins, il y a une différence. Je pense que le temps est... donc là, est-ce que vous avez des questions à poser? Oui? Le temps, il est déjà arrivé, oui? Oui, madame. Est-ce que vous avez des questions? Le temps, je pense, ça y est, on a... C'est ça. Non, Moi. Oui. pas de question. Vous n'avez pas de questions? Oui, madame. Oui? Oui, l'expérience. Oui. Le protoplaste, il prend les couleurs comme les grammes moins, même si on a dit que le protoplaste a la même propriété que le gramme plus. Pourquoi? On n'a pas encore expliqué ça. Le temps, ça, on va l'expliquer la prochaine fois. Le temps, il est déjà arrivé, ça y est. D'accord, merci, madame. Donc, s'il vous plaît, pour que la séance soit bénéfique, il faut lire tout simplement une simple lecture du cours avant que je fais cette présentation, une simple lecture pour que une fois je fais le cours, il va être très facile à assimiler. S'il vous plaît. Oui. Donc, bonne journée. Merci, madame.
Merci.